Allez, on commence tout de suite avec donc le démarrage de l'épisode 2, avec la première étape qui était, comme promis, le coating au Cerakote du radiateur, comme vous pouvez le voir, et des deux pipes d'admission entrée turbo et sortie turbo avec le piquage pour la blow-off. Et là, vous avez l'entrée turbo avec le retour de la blow-off et les deux piquages pour la dépression qui vient des deux sorties du cache-culasse. Alors, comme prévu, j'ai fait un coating au Cerakote Heat Transfer. Je crois que c'est le C187 de mémoire. C'est celui qui permet donc d'optimiser les échanges thermiques. Et le rendu est vraiment très très beau. Je suis vraiment fan de Cerakote. Ça donne vraiment un rendu extraordinaire. Donc j'ai fait le coating hier soir. Et il faut attendre donc 5 jours à l'air libre pour que tout ça, entre guillemets, sèche et que la pellicule soit bien finie. Alors le rendu est vraiment très joli. Il y a un côté un peu satiné métallique qui est vraiment du plus bel effet. Alors vous l'imaginez bien, vous me connaissez un petit peu maintenant, hein. L'idée c'est pas de faire quelque chose de joli. Chez moi, les trucs un peu jolis dans les moteurs, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas vraiment la finalité en soi. La première raison, c'est l'efficacité. Et dans ce cas de figure-là, l'idée c'était d'améliorer les performances de refroidissement du radiateur et également aussi d'éviter l'absorption de chaleur par ces tuyaux, ou du moins éviter que ceci en fait entraîne un phénomène qu'on appelle le heat soak. D'après Cerakote, je cite leur site et leur source et leur fiche technique, ce coating permettrait d'augmenter l'échange thermique dans un ratio d'environ 30 à 40%, ce qui est assez énorme. C'est utilisé sur les armes à feu, pour le refroidissement, c'est utilisé dans la technologie aéronautique, mais aussi dans les véhicules, surtout dans les grandes marques de sport de supercars italiennes, si vous voyez ce que je veux dire, et également aussi dans l'aérospatial. Donc c'est intéressant. Ça commence à avoir beaucoup de succès dans le sport automobile parce que justement les applications sont intéressantes. Ce que je voulais aussi vous dire par rapport à ce traitement sur le radiateur, c'est que le Cerakote a aussi un avantage d'être extrêmement dur au toucher. Donc comme vous le savez, les radiateurs sont soumis à pas mal d'aléas pendant toute leur vie, hein. Ils reçoivent plein de micro-gravillons et de micro-particules pendant le trajet du véhicule. Et bien souvent, après quelques années, la face avant est bien abîmée et on a des résultats qui sont pas très jolis. Les ailettes sont abîmées, elles sont éclatées, elles sont écaillées, enfin bref. L'idée là, c'est d'offrir un revêtement assez dur pour que justement tous les micro-gravillons et les micro-impacts soient absorbés par le coating. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais si ça me permet d'augmenter l'espérance de vie du radiateur, eh ben, je suis content. Voilà. Vous avez dû remarquer une chose avec le Cerakote, avec le traitement du coating, c'est que j'ai laissé chaque extrémité non traitée, non coatée. Alors c'est pas pour des raisons esthétiques, je vais vous dire pourquoi. J'ai fait ce traitement sur un compresseur volumétrique Eaton, le M45 de mon ancienne préparation, et sur les tubulures d'admission et d'échappement du compresseur. Et en fait j'ai remarqué une chose, c'est que ce coating est extrêmement lisse, il est presque glissant au toucher. Du coup, vous n'avez presque pas de grippe avec les durites en silicone que vous branchez sous les tuyaux. Et même si vous serrez à fond, avec du collier sérieux, hein, moi j'utilise ce genre de choses, donc c'est pas du bête collier pour tuyaux d'arrosage, même avec ça, vous serrez à fond, et bien en fait si vous avez quand même pas mal de pression, la durite finit par glisser sur le revêtement. Alors pour éviter ça, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai sablé mes tubes, j'ai mis un scotch de réserve carrossier à chaque extrémité, et puis je fais le coating par-dessus. Comme ça, en enlevant en fait le scotch de carrossier, vous vous retrouvez avec la partie sablée qui est un peu rugueuse, donc ça permet encore d'améliorer le grip. Voilà, donc j'espère que ça sera un petit plus. De toute façon, on ne le verra pas parce qu'il y aura la durite par-dessus, donc je m'en fiche. Mais l'important, c'est qu'au moins ce côté-là est bien notifié. Voilà, alors j'ai épluché un peu, si vous êtes un peu curieux, un peu en chimie ou en physique, j'ai épluché un petit peu la documentation de Cerakote par rapport à ce coating. Et en fait, je voulais savoir pourquoi un coating permettait d'améliorer les échanges thermiques. Alors déjà, je vais vous casser un mythe, hein. Je suis désolé pour les fans de Mishimoto ou de radiateurs un peu fancy, mais en fait, si vous peignez par n'importe quelle couleur, ou même par une couleur incolore, genre un vernis, un radiateur ou un intercouleur, en fait, vous baissez ses performances.
Les intercouleurs peints en noir, c'est une légende, c'est un mythe, ça ne fonctionne pas mieux que s'il était nu. En fait, c'est même pire. Cette couche de peinture que vous mettez par-dessus un échangeur ou un radiateur est une couche isolante qui va en fait péjorer l'échange thermique entre l'air environnant et le métal. L'aluminium, lui, a un bon pouvoir d'échange thermique. Le top, c'est le cuivre, mais il n'y a pas de radiateur ni d'échangeur en cuivre, sinon ça coûterait une fortune. Donc on les fait en aluminium, ce qui est déjà très bien, parce que l'avantage en plus, c'est plus résistant que le cuivre. Mais évidemment, si vous prenez un aluminium brut, ça fonctionne très bien, mais il faut savoir une chose, c'est que l'aluminium brut, en fait, quand c'est tout joli, tout poli, tout brillant, ça ne reste jamais très longtemps, puisqu'en fait l'aluminium s'oxyde avec l'air et provoque à sa surface une couche d'alumine. Cette couche d'alumine qui est un peu plus terne que l'aluminium brut, en fait, elle ne gêne pas au niveau de l'aspect esthétique, on ne le remarque presque pas, on s'y habitue, j'entends. L'avantage c'est que c'est pas une rouille, et cette couche d'alumine en fait elle a un intérêt, c'est qu'en fait elle protège l'aluminium dessous de l'oxydation, mais l'inconvénient c'est qu'en fait elle crée une couche isolante en surface. Donc avec les années, un aluminium très oxydé, donc un radiateur ou un intercouleur qui est très oxydé, qui a beaucoup tourné sous intempéries à l'extérieur, la pluie, tout ça, donc en fait a théoriquement moins de rendement qu'un radiateur ou un intercouleur que vous avez poncé, sablé, fait briller, et qui n'a plus sa couche d'alumine protectrice. L'idée du Cerakote, de ce coating, c'est de, évidemment, bien sûr, sabler correctement les pièces pour faire disparaître cette couche d'alumine isolante, et de le remplacer par ce coating qui va empêcher la réapparition de l'alumine. Alors vous me direz, oui, bah voilà, tout ça c'est très bien, mais en fait on remplace simplement la couche d'alumine par une couche de coating. Donc en fait, Alain, ta théorie, et les bouts de bois, ça tient pas debout, c'est la même chose. Alors oui et non. En fait, cette couche de, entre guillemets, peinture contient des pigments et des particules qui sont en fait des bons promoteurs de la chaleur, qui sont de meilleurs promoteurs de la chaleur que l'aluminium lui-même. Donc en fait, c'est comme si on avait recouvert cet intercouleur, ce radiateur en aluminium, par une couche très fine, on va dire par exemple de cuivre, ou d'un métal qui apporte un meilleur échange thermique. Donc voilà, vous avez compris le principe. J'espère maintenant que ça va se produire, ça va se traduire par des faits réels lors de l'utilisation et que ça sera plus efficace. On le verra de toute façon à l'usage. Voilà, alors pour les curieux qui vont me dire oui, tout ça c'est bien joli, mais t'as pas fait l'intercouleur. Eh oui, vous avez raison, vous êtes observateur, observatrice. En fait, c'est volontaire de ma part, je suis quelqu'un de pragmatique et de très cartésien. Donc, je vais d'abord monter ceci sur la voiture, laisser mon intercouleur en configuration origine, donc aluminium normal, pas touché, faire mes essais, mes mesures. J'ai des sondes qui sont montées sur l'intercouleur en entrée et en sortie, et je peux monitorer les choses vraiment très finement. Donc après quelques semaines d'usage, j'aurai un relevé de données qui va être intéressant. Ensuite, je démonte l'intercouleur, je lui fais subir le même traitement, et je recommence. Et on verra ce que ça va donner. Et on verra vraiment si cette couche de coating apporte vraiment un plus, ou bien si c'est peanuts, et ça vaut pas le coup de s'embêter avec. Voilà, vous savez tout. Donc, prochaine étape maintenant, on va monter tout ça sur la voiture, brancher les durites, faire le plein du liquide de refroidissement, amorcer le circuit, et espérer que tout se passe bien. Bon, bah voilà, ça s'est plutôt bien passé. Donc on est revenu de Brest, on a fait une session de réglage à Brest là au début décembre. Et puis la voiture s'est très bien comportée, donc je suis content, ça maîtrise bien, le turbo s'ouvre correctement, j'ai pas eu de mauvaises surprises, on a pu peaufiner un peu les cartographies. Voilà, donc content du résultat. Je vous montre un petit truc que j'ai fait aussi qui est pas mal, j'ai installé une pompe à eau pour les circuits d'eau du turbo, qui est branchée en fait sur la voiture. Et puis cette pompe en fait est pilotée via un relais temporisé qui reste allumé 10 minutes après l'extinction du moteur. Donc ça permet de bien faire circuler l'eau et ça évite que l'huile brûle dans le turbo bien chaud après avoir coupé le moteur. Voilà, sinon rien à signaler de désagréable. Ça se passe plutôt bien. J'ai juste une mauvaise surprise avec l'échappement. J'avais fait l'échappement et puis quand j'ai reposé la voiture sur ses roues, je me suis rendu compte qu'en fait le coude de la downpipe et la ligne qui était dessous étaient seulement à 2 cm du sol. Donc évidemment, à moins de rouler sur un billard, c'est impossible de ne pas péter quelque chose. Donc j'ai pris mon mal en patience, j'ai remonté la voiture sur les chandelles
J'ai tout démonté, tout recoupé, tout ressoudé, tout réajusté, refait un coating des pièces, toujours au Cerakote dessous. Et maintenant, je suis content. La ligne est exactement à la même position que la ligne d'origine. Donc, ça permet d'avoir une garde au sol qui est importante et ça m'évitera les mauvaises surprises sur la glace ou des choses comme ça si je passe dans un trou. Voilà, donc ça c'était pour la mauvaise blague, mais tout va bien. Au niveau du bruit, c'est très supportable, hein, le silencieux intermédiaire que j'ai mis et puis le résonateur final font le job, donc pas de problème de ce côté-là. Il faut juste maintenant que, après la session Bresse, je la remette sur ses chandelles et que je resserre un peu les colliers, parce qu'évidemment tout ça a pris un peu de la température et c'est un peu dilaté et déformé, donc il faut que je réajuste tout ça une dernière fois pour que je sois tranquille. Voilà, sinon tout va bien, j'ai pas eu de grand chose à signaler. Le coating me tient le coup, je suis content. J'ai même fait aussi, comme vous pouvez voir, la barre anti-rapprochement à la Costco que j'avais, qui était bien piquée, qui était pas belle. Et bien, avec un coating Silver Platinum, ça rend super bien. J'ai juste, zut, un petit frottement ici, qui est dû au capot qui frotte. Mais apparemment, ça tient le coup. Voilà. Et bien voilà. Alors au sujet du turbo lui-même et du coating que j'ai fait, eh bien je suis plutôt beaucoup content. Ça se passe très bien, le coating est nickel, il a bien résisté, ça bouge pas, c'est assez fou, c'est comme neuf. Donc c'est très bien. Je suis très content de ce côté-là. Donc comme vous pouvez le voir, le Cerakote c'est 180 sur le collecteur et puis ce coating sur l'admission qui permet d'augmenter en fait le pouvoir de transmission de la chaleur, même coating que j'avais fait sur le radiateur. Et apparemment ça fonctionne bien puisque lors de la session de Bresse, on n'a pas eu de température délirante, tout était très très normal, même très en dessous de la moyenne, donc je suis plutôt content du résultat. Visuellement c'est assez gratifiant, mais apparemment ça a l'air de bien fonctionner. Au chapitre par contre des mauvaises surprises également, donc comme vous pouvez le voir, il y a des petites gouttes d'huile ici et là sur le collecteur. En fait ce qui s'est passé c'est assez étrange, mais c'est un turbo qui est monté sur palier, c'est pas un turbo à roulement à billes, et pourtant quand on l'alimente en huile sans le restricteur, le turbo fuit. C'est super étrange. Alors j'ai monté le petit restricteur à l'intérieur et le turbo ne fuit plus. Alors je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça, c'est un mystère. Peut-être parce que mon huile est trop fluide à chaud, ou j'en sais rien, ou je sais pas. Enfin bref, moi je tourne à la 10W60 de chez Motorex. Je trouve que c'est une huile qui va très bien. Elle résiste très bien aux conditions piste et ainsi de suite. Alors peut-être que c'est ça, peut-être qu'il faudrait que je passe en 15W50, je sais pas trop encore. Voilà. J'ai installé les deux catch-can, donc un ici qui vient se prendre sur le port habituel PCV qui est ici, mais j'ai éliminé le PCV, j'ai fait un trou plus gros parce que voilà, pour pas qu'il y ait de compression. Idem pour celui qui est là, qui est alimenté par ici. Voilà, sinon bah écoutez, tout va bien, je suis plutôt content. Voilà. Et puis ici, eh bien, il faut juste que je remette le démarreur avec son nouveau solénoïde, et il faut également que je remplace cette maudite sonde lambda large bande qui a encore lâché, enfin du moins qui n'a pas lâché tout de suite, mais qui est en train de lâcher parce qu'elle me fait parfois des choses bizarres sur le manomètre, et ça c'est révélateur d'une sonde qui va bientôt lâcher. C'est quelque part incompréhensible puisque avec le traitement qu'elle a eu lors du jaune culasse et tout le reste, je pense qu'elle a bien morflé. Alors pour ce qui est de l'intérieur, alors comme je vous l'ai dit, j'ai installé la VCR ici. Je l'ai mis sur un petit coffret avec un support aimanté, comme ça on peut le déplacer et le remettre en place sans que ça perturbe et sans que ça se balade. Et puis dans les virages ça tient bien, il se balade pas, il est bloqué. Je vous montre un truc que j'ai fait sur la sonde large bande. En fait, quand vous allumez votre moteur,
la sonde large bande AEM fait une sorte de petit rituel là, qui dure 30 secondes. Et ce petit rituel est censé en fait chauffer la sonde pour qu'ensuite la prise de mesure soit correcte. Or, il s'avère que ce préchauffage, quand le moteur est froid, a plutôt tendance à faire exploser les sondes plutôt que de les préserver. En fait, le choc thermique est tellement violent que, au bout de quelques temps, la céramique de la sonde à l'intérieur finit par se fondre. Donc en fait, pas mal de motoristes ont compris qu'il ne fallait pas utiliser ce système quand le moteur était froid. Il fallait plutôt démarrer en fait sa sonde large bande quand déjà le moteur tourne et pas avant que le moteur démarre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un relais avec une temporisation de 1 minute. Et en fait, une fois que la voiture a démarré, ma sonde large bande se met en route 1 minute après. Ça veut dire que la sonde est déjà peut-être à 150 degrés dans ces eaux-là, 150-200 degrés j'espère, et ainsi ça évite un choc thermique trop violent. Alors on verra ce que ça donne avec le long terme, mais apparemment c'est quelque chose qui est préconisé pour sauvegarder les sondes sur le long terme. J'en suis déjà à ma 3e sonde, ça commence un peu à me tendre, parce qu'à coup de 100 balles, ça va vite, ça commence à coûter cher en sonde. Et pourtant c'est pas des copies, hein, c'est des vrais Bosch, tout bien et tout, mais voilà. Moi j'habite à la montagne, quand je suis sur de la glace, il fait en général moins 10, moins 15, donc je peux comprendre que quand on tourne la clé et que la sonde est à moins 15 ou à moins 10, et puis qu'elle monte d'un coup à 800 degrés avec le préchauffage, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour sa durée de vie. Voilà, donc je vous dirai dans quelques mois ce que j'en pense, ce petit montage, mais pour l'instant ça fonctionne très bien. Et si après ça me permet de sauver des sondes, et ben écoutez, je vous invite à en faire autant. Voilà, mon beau capot tout neuf et mon pare-brise tout neuf également, parce que vous ne le saviez pas, mais l'ancien pare-brise, j'avais une monstre fente qui est montée jusqu'ici, qui commençait à se balader un peu partout. Alors j'en ai profité pour changer le pare-brise, ça n'a pas été sans mal. Maintenant j'ai un beau pare-brise tout neuf et bien transparent. Au sujet des capots, alors il n'est pas encore terminé, je dois encore installer le gros stickers Mitsubishi qui vient au milieu, le trapèze rouge et les stickers Ralliart, mais c'est pour bientôt. Et vous pouvez voir les vents que j'ai fait pour l'intercouleur. Alors, on va fermer le capot, ça sera mieux pour voir tout ça. Voilà, magie de l'informatique, le capot est fermé. Il y a une grosse ouverture ici, je vous en parlerai après, avec les points de fixation qui sont ici. Suspense. Alors, les vents, bon, en fait c'est très simple, vous avez vu. J'ai fait un évent dirigé vers l'arrière. Intercouleur est dessous, vous avez la monstre écope en fibre qui récupère l'air frais devant. J'ai fait un test avec une petite soufflerie et ça fonctionne bien. Quand on met de l'air devant, ça sort bien dessus, et quand on fait passer de l'air dessus, ça aspire bien devant. Voilà, c'est fait en fibre, donc c'est plutôt solide. Et puis l'avantage, c'est que la finition est propre, c'est joli, et j'ai même rajouté un petit cycle de Ralliart pour la petite attention aux détails. Voilà, ça c'est pour mon côté un peu autiste, désolé. Mais voilà, ça fait le job, je suis content. Juste pour vous donner une indication, lors du passage à Bresse, j'avais une température avant intercouleur qui était environ de 35-40 degrés. Après intercouleur, j'ai pas dépassé 20 degrés de la journée. Pas mal, hein? Alors, maintenant la découpe du capot devant. Bah oui, le radiateur, j'ai dû l'avancer. J'ai dû me débrouiller comme j'ai pu. Donc j'ai fait une grosse découpe pour que le radiateur puisse passer, mais j'avais pas le choix. Et ce que j'ai fait trouver comme astuce pour cacher cette horrible découpe qui est devant, eh bien je me suis trouvé sur internet une rampe de phare. Donc une grosse rampe de phare en fibre que je viens de terminer avec 4 gros projecteurs à LED devant. Et comme ça, ça permettra de cacher tout ça, puis ça donne un petit côté un peu rallye, un peu racing. Ça va être sympa, vous allez voir. J'ai presque fini de la faire. Voilà, ça y est, donc la rampe est montée. C'est terminé. Voilà. Ça fait une petite démo avec les feux de panne. Ouais, alors même avec les feux diurnes, c'est violent. Ça sature complètement la caméra, mais bon, c'est pas grave, la rampe est terminée. Elle est bien fixée, elle bougera pas. J'ai vu qu'à Brest, ça vibrait un petit peu, alors j'ai rajouté 2 vis en pré-l'ancrage. Voilà, la prise d'air, c'est terminé aussi. Voilà,
Sans les phares, c'est mieux. C'est moins éblouissant. Bon, les phares, c'est des 7 pouces 25, hein, donc ça va être plutôt violent en termes d'éclairage. Ça marche plutôt bien. Voilà. Donc ça, c'est terminé. J'ai branché les relais comme prévu. Ça, c'est bon aussi. Tout fonctionne bien. Le pilotage des phares et de la pompe. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Voilà, je vous fais un petit brief rapide des travaux d'aujourd'hui, surtout électrique. Alors, désolé par avance pour la qualité de l'image, hein, qui est un peu étrange. Il est déjà 5h30 du soir, donc il fait quasiment nuit. En plus, il fait froid. Donc j'ai mis un spot pour éclairer un petit peu, pour faire un peu de lumière. Donc si vous voyez l'ombre passer, c'est mon ombre. Voilà. Alors, au niveau électrique, donc la rampe de phare, comme vous l'avez vu juste avant, est installée. Ça, c'est bon. La rampe, elle est installée de façon très simple. Elle est branchée en parallèle sur les feux et les clignotants. Donc en fait, j'ai refait les connecteurs pour pouvoir reprendre le signal, l'alimentation des feux d'origine, clignotants d'origine. Ça pilote un relais. En l'occurrence, les deux relais qui sont là. Donc il y a deux relais. Un qui pilote les feux de route, un les grands feux. Et puis ici, vous avez le système de fusible amovible qui alimente donc ces relais. Donc comme ça, l'avantage c'est que c'est bien protégé et ça permet de désactiver rapidement la rampe. Si par exemple on me dit qu'elle est trop violente ou que ça éblouit quelqu'un, je peux la désactiver très facilement. Et c'est branché en parallèle sur la commande de feu de la voiture. Donc c'est pas une commande annexe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose alors qui était intéressante, c'est ce que je vous avais parlé, c'est par rapport à la pompe de circulation d'eau du turbo. J'ai mis un interrupteur en fait au tableau de bord pour forcer le montage, le fonctionnement de la pompe. Mais bon, des fois j'oublie de la mettre, j'oublie de l'arrêter, enfin bref. Donc je me disais que ça serait bien peut-être d'automatiser les choses. Alors j'ai trouvé une solution toute simple. J'ai aussi installé ici un relais, toujours aussi protégé par le fusible qui est là. Mais ce relais, il a la particularité en fait d'être un relais temporisé. Ça veut dire que quand j'active l'interrupteur au tableau de bord de commande de pompe, la pompe se met en route. Et quand je coupe le contact de la voiture, la pompe reste activée pendant 10 minutes. En fait, ce relais est branché directement sur le plus volt, le plus 12 permanent. Et quand je coupe le contact, le relais reste collé pendant 10 minutes. Alors c'est intéressant, ça permet de faire des montages assez efficaces. Alors le relais, je me suis pas cassé la tête, hein, c'est un relais chinois, commandé sur AliExpress. Vous avez différents types de relais disponibles, vous avez 10 secondes, 30 secondes, 5 minutes, 10 minutes. Et ce qui est bien, c'est que ça se monte sur un brochage de relais standard. Donc si un jour il lâche, je peux le remplacer par un relais normal et tout fonctionne parfaitement. Je vais faire aussi comme les autres à côté, je vais installer des étiquettes. Donc des étiquettes jaunes autocollantes, comme ça on verra tout de suite quel relais il faut remplacer si ça lâche et quel relais pilote quoi. Voilà, et ben je suis assez content du résultat. Il faut encore que je termine proprement les câblages qui sont ici avec les fils volants. Je termine, que je mette des connecteurs étanches, de la jolie gaine de protection, tout attacher tout ça pour pas que ça se balade et puis ça sera bien. Voilà. Donc on est au mois de janvier, c'est la saison d'hiver qui commence, hein. Comme vous pouvez le voir dehors, la neige tombe, voilà. Alors j'ai une petite modification à faire. La session à Bresse, comme vous le savez, c'est plutôt bien passé. Le seul souci, c'est que quand j'ai monté le turbo, il y a un truc que j'ai contrôlé, c'est que la wastegate, la capsule de la wastegate fonctionnait bien, donc je l'ai mise en pression pour m'assurer que tout est ok. Donc effectivement tout est ok. Le seul problème, c'est que quand j'ai remonté mon turbo, j'ai changé la position de la capsule, j'ai tripatouillé un petit peu la tige filetée de la wastegate, et du coup à Brest je me suis rendu compte qu'en fait ma pression mini elle était de 0,8 bar. Alors c'est un peu pénible parce que je suis pas censé dépasser les 0,8 bars avec ce moteur. Donc j'ai dû toujours à chaque fois faire attention avec la progression de mon boost et c'était un peu frustrant
à l'utilisation parce que dès que le boost arrivait et puis que je commençais à bien marcher, il fallait que je lève le pied, sinon ça risquait de tout passer au travers. Donc bref, ça s'est plutôt bien passé, je suis content. Heureusement, j'avais mis un limiteur à 0,8 bar sur le DET 3 pour bloquer au cas où, donc ça a été très safe. Maintenant que la voiture est à la maison et que je prépare la session de Flaine, j'ai pas envie de m'emmerder avec ça à Flaine, parce que comme vous le savez, sur la glace, il faut réagir rapidement et on n'a pas trop le temps de surveiller d'un œil la route, d'un autre œil le manot de pression de turbo et puis du troisième œil autre chose. Donc l'idée c'est que ça soit très safe et que ça fonctionne bien. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, eh bien voilà, j'ai préparé la planche de torture, j'ai mis la voiture sur ces chandelles rampes. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais régler la tige de la Westgate pour que j'ai au maximum 0,5-0,6 bar. Allez, c'est parti. Et voilà, un peu de lumière, on y verra mieux. Donc, on peut voir ici donc la connexion au turbo de ma tige de Westgate. C'est un peu gras. Je me rends compte que ce turbo neuf, en fait, il fuit quand même un peu d'huile. C'est peut-être mon huile qui est un peu trop fluide, hein, il faudrait voir. Je mets de la 10W60. À mon avis, je devrais peut-être monter à 20W50. À voir. Je suis pas sûr que ça soit extraordinaire au niveau différence, mais si ça peut faire un petit plus, c'est pas mal. Et la capsule de Westgate, elle est là avec son tuyau de dépression. Donc je vais la débrancher, le mettre sur le mano et puis régler cette tige. Voilà, c'est parti. Voilà, donc j'ai rallongé la tige de la Westgate. J'ai dû faire 4 ou 5 tours de plus, histoire de la rallonger et paquet de jeu avec la commande du petit flap intérieur. J'ai resserré le contre-écrou. Maintenant je vais juste remettre le petit clips et puis après je vais juste faire un petit tour pour voir ce que ça donne au niveau de pression, mais je devrais avoir en tout cas moins qu'avant. Voilà, donc fin du test avec la nouvelle Westgate, avec le nouveau réglage, pardon. Donc tout est ok. Maintenant j'ai une pression de suralim qui est de 0,5, 0,55 maximum et ça va très bien comme ça. Je pourrais peaufiner les réglages de pression avec le boost controller, la VCR. Ça permettra de régler très finement la chose et de bien répartir le boost sur toute la plage de régime et sur les rapports, comme on aime. Voilà, et bien la voiture est prête, il n'y a plus qu'à. Et voilà les gars, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc on arrive à la fin de l'épisode 2 de la préparation turbo. Alors globalement, mes commentaires et mes feedbacks sont plutôt bons. Je suis assez content donc de la préparation, ça marche bien comme je veux. Comme je vous l'ai dit, à Brest, je me suis fait assez plaisir avec une pression de turbo à 0,7-0,8, mais c'était pas très safe, alors j'ai préféré la jouer soft. Là maintenant c'est bon, je pense qu'à 0,5-0,6 la voiture va marcher correctement et j'aurai pas de problème avec une suralimentation trop importante. Mais globalement, je suis plutôt content du résultat. Ma petite interrogation à présent, c'est par rapport à ce turbo. Alors comme vous savez, c'est un turbo chinois qui vient de chez Max Speeding Rods. À premier abord, il est plutôt bon, il est de bonne facture, j'aime assez bien comment il est fait. Mais voilà, j'ai une fuite d'huile sur la partie turbine qui m'intrigue. J'arrive pas à comprendre pourquoi ce turbo fuit ici alors qu'il ne devrait pas. Surtout que sur la partie compresseur, il n'y a absolument aucune fuite. J'ai même démonté l'intercooleur et la tubulure d'admission pour vérifier qu'il n'y ait pas de l'huile qui est partie dans l'admission. Et non, c'est parfaitement sec. C'est absolument comme neuf à l'intérieur. Donc, ce qui veut dire qu'on peut éliminer en fait l'hypothèse d'un retour d'huile au carter qui serait pas suffisant. Donc de ce côté-là, ça va très bien. Donc je pense que c'est plutôt, à mon avis, une huile qui est trop fluide à froid, comme je vous l'ai dit. J'utilise de la Motorex 10W60, donc qui est plutôt fluide à froid et qui est très épaisse à chaud. Alors, je sais pas. Ce qui est bizarre, c'est que la voiture fume pas bleu.
Donc en charge, personne me dit tu fumes le, ça c'est dégueulasse derrière toi, ça pue l'huile cramée. Non. Donc je sais pas. Je vais continuer, enfin la prochaine session de Flen, je vais la faire avec cette huile 10W60, on va voir ce que ça va donner. Et puis si je vois qu'après cette fuite est toujours persistante et que j'arrive pas à comprendre d'où ça vient, je vais tenter avec des gradients d'huile supérieurs, peut-être monter à 15W50 ou peut-être 20W50, je sais pas, on verra bien. Bon bref, voilà, donc tout est prêt. J'espère que ça va bien se passer. Merci encore d'avoir regardé cet épisode, l'épisode 2. Le prochain épisode sera sûrement une compilation des meilleurs moments de la séquence de Flen. Et puis on verra ce que ça va donner. Et ensuite on s'attaquera, je pense, à la préparation boîte à vitesse et différentiel. Et peut-être aussi d'autres optimisations moteur. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis merci encore d'avoir regardé cet épisode. À la prochaine.